Bien, bonsoir à tous. On va démarrer ce conseil municipal. J'espère que vous allez bien. Classiquement, je désigne un secrétaire de séance en la personne de Clément Mézergue. Merci Clément. Absent excusé, qui ont donné pouvoir. Philippe Brard a donné pouvoir à Serge Flau. Virginie Vidoretta, absente excusée, a donné pouvoir à Delphine Flora. Y a-t-il des remarques sur l'approbation du procès-verbal de la dernière séance? Monsieur Malville, du côté de l'opposition. Séance du 7 juillet. Aucune remarque, merci Monsieur Malville. Les registres vont circuler. On démarre ce conseil par une première délibération au sujet de la fixation des tarifs de l'atelier informatique senior. La parole est à Brigitte Nabé-Girard. Chère Brigitte. Monsieur le maire, mes chers collègues, il nous est demandé de fixer les tarifs de l'atelier informatique senior qui démarrera au mois d'octobre. Donc nous avons revu, notamment en commission des ressources le 19 septembre 2022. Nous avons revu le mode de tarification, enfin le mode de fixation des tarifs. Et nous vous proposons, peut-être un peu de manière expérimentale, la délibération que vous avez sous les yeux et qui fixe les tarifs en fonction aussi des revenus des familles. Donc, sur le revenu principalement net imposable, ce qui fait que nous avons une première tranche qui nous amène à la gratuité. Puis nous y allons, un peu crescendo et en essayant de faire attention. Si je dis expérimental, c'est que l'on va regarder comment les choses se passent. Nous avons des personnes volontaires. Nous avons une douzaine de personnes qui fréquentent ces ateliers. Et nous savons que nous pourrions en avoir un petit peu plus. Voilà, ce sont des ateliers qui fonctionnent 2 fois par semaine, les jeudis maintenant et les samedis. Comme il s'agit de seniors qui gardent souvent les petits-enfants, le jeudi convient mieux. Y a-t-il des remarques sur ces tarifs, sur l'introduction donc des quotients familiaux? Juste pour dire que ça avait été fixé au départ sur la base de l'impôt payé. Et à travers la commission, après que nous en ayons discuté tous ensemble, il s'avère que le quotient familial est quelque chose qui est beaucoup plus juste, puisqu'il reflète la réalité de la personne et non pas ce que l'impôt payé, avec les différentes réductions qu'il peut y avoir, peut se retrouver facilement à zéro pour des gens qui ont des revenus supérieurs. Donc là, nous pensons que ces quotients respectent ce qu'on s'est dit en commission et surtout vont respecter la vie communale. Très bien, je vous remercie, Monsieur Malville, de ce consensus. D'autres remarques peut-être sur ces tarifs? Très bien, je passe au vote de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je laisse pas la parole à Brigitte. Je passe la parole à Yannick Clavier, autant pour moi, au sujet de la PCP, autorisation de programme crédit de paiement. Opération 39 qui concerne donc la médiathèque. Cher Yannick, tu as la parole, je t'en prie. Merci. Le montant total des avenants concernant la médiathèque, donc les avenants, c'est donc un dépassement, est à ce jour de 57 721,56 €, soit 2,5% du coût total des travaux. Toutefois, il est nécessaire de réévaluer ce coût de 13 469,58 € dû à la rémunération de la maîtrise d'œuvre. Le dépassement total donc, de la construction s'élève donc à 71 191,14 €. Les crédits de paiement ouverts en 2022 intégraient déjà une partie de ces avenants à hauteur de 26 191 €. Il reste donc un besoin de financement de 45 000 €. Il est proposé donc de réviser la PCP relative à la médiathèque, de modifier la répartition de crédits de paiement pour l'année 2022. Donc il resterait donc 2 345 969 €. Pour mémoire, le crédit de paiement était de 2 300 969 € lors de la délibération du 17 mars 2022. D'inscrire ces crédits par décision modificative numéro 2. Très bien, merci Yannick. Y a-t-il des remarques au sujet de cette APCP et de ces avenants? Donc, vous l'avez compris, pour l'instant, on tient plutôt le budget puisqu'on est en augmentation de 2,5%, c'est bien ça, ce qui est plutôt très bon compte tenu de l'opération. Donc 2,5% de valeur ajoutée, si je puis dire, c'est pas de plus-value, c'est pas énorme. Je précise, parce que je sais qu'il y a des isonnés qui sont impatients, que la médiathèque sera ouverte début 2023. Pour l'instant, on maintient
l'objectif, début 2023. On a accumulé, vous le savez, des petits retards sur le chantier, petits retards habituels, on va dire. Et puis par ailleurs, on est confronté là en ce moment à des interrogations sur l'aménagement intérieur de la médiathèque. Pourquoi ? Puisque s'agissant des rayonnages notamment, on est confronté à une flambée des prix des rayonnages. Et on était parti sur une enveloppe d'un peu moins, je crois qu'à peu près 100 000 euros de mémoire, un peu moins de 100 000 euros, 90 000 euros je crois de mémoire, pour les rayonnages. Et pour l'instant, les premiers devis qu'on a eus sont nettement au-dessus. Donc il va falloir qu'on se penche très rapidement, ça devrait être fait d'ici une semaine, sur les choix qu'on va devoir faire au sujet donc, de cet aménagement intérieur. Mais ceci étant, il ne faut pas être inquiet. La médiathèque sera bien en place début 2023. Des questions peut-être sur cette opération ? C'est OK ? Très bien, je passe cette délibération au vote. Merci beaucoup Yannick. Qui est contre cette modification de la PCP ? 39. Qui s'abstient ? C'est parfait, je vous remercie. Je garde la parole. Autre délibération, cette fois-ci au sujet d'une subvention foncière au profit du bailleur social le Gironde Habitat. Il s'agit de 2 opérations qui ont été discutées en commission, sur lesquelles il y a consensus. Une première opération située route d'Anglumeau pour 12 logements sociaux et une deuxième opération située au 62 avenue des Anciens Combattants pour a priori 18 logements locatifs sociaux. L'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine a fait l'acquisition de ces terrains. Je dis préempté, non, elle a fait l'acquisition de ces terrains à l'amiable. C'est très important de préciser à l'amiable. Et elle a challengé plusieurs bailleurs sociaux. Celui qui a remporté la timbale, si je puis dire, c'est le bailleur social Gironde Habitat, très connu en Gironde. La première opération, route d'Anglumeau, laisse apparaître un déficit prévisionnel sur l'opération de 116 000 euros. La deuxième opération, un déficit prévisionnel de 82 000 euros. L'établissement public foncier, dans sa splendide générosité, propose de prendre en charge 80% du déficit de l'opération et il resterait donc à la charge de la commune 20% du déficit de ces 2 opérations. S'agissant de la première opération, il s'agit donc de verser une subvention de 23 200 euros sur 116 000 euros de déficit à l'EPF, à Gironde Habitat, pardon. Et sur la deuxième opération, il s'agit de leur verser une subvention de 16 400 euros sur un total de déficit prévisionnel de 82 000 euros, ce qui fait au total 39 600 euros de subvention pour ces 2 opérations. Je précise immédiatement, c'est très important, que cette subvention foncière sera déductible N+2 de la fameuse pénalité qu'on nous inflige en raison de notre retard considérable en matière de logements sociaux. Donc finalement, c'est en quelque sorte un investissement de notre part. Je répète qu'en commission, il y a eu un consensus parfait sur ces 2 opérations. J'ajoute immédiatement que ces 2 opérations, qualitativement, seront une fois encore remarquables. Et s'agissant notamment de l'opération 62 avenue des Anciens Combattants, Gironde Habitat s'est engagé à préserver le corps de ferme qu'il s'agira de restaurer, avec en plus la création d'une petite aile nouvelle. Mais le corps de ferme, en tout cas, sera préservé. C'est très important qu'on préserve le vieux patrimoine, la vieille pierre sur Ison. Voilà, y a-t-il des questions peut-être sur ces 2 opérations ? Monsieur Malville, je vous en prie. Oui, juste une précision. Quand on s'est vu en commission, moi j'ai cru qu'on parlait de la grange, la vieille grange avenue des Anciens Combattants. Et en fait, c'est pas ça. C'est le corps de ferme qu'il y a avant, alors. Tout à fait. Vous confondez le 62 et le 86 avenue des Anciens Combattants. Dans votre esprit, il s'agissait donc de la vieille grange au 86 avenue des Anciens Combattants. Or, y compris en commission, il a bien été question du 62 avenue des Anciens Combattants. Et donc c'est 12 logements d'un côté et 18 de l'autre. C'est 12 logements sur le projet route d'Anglumeau et 18 logements locatifs sociaux sur le projet au 62 avenue des Anciens Combattants. Alors quand je dis 12 et 18, c'est l'hypothèse sur laquelle Gironde Habitat s'est penché. Et c'est d'ailleurs l'hypothèse qu'on a discutée en commission lorsqu'il s'était agi de se prononcer sur cette préemption. Rappelez-vous en commission, enfin vous n'étiez peut-être pas, Monsieur Malville, mais en tout cas ceux qui étaient présents en commission, on leur a présenté les grandes lignes, je dis bien les grandes lignes de ce projet, et donc on s'était arrêté sur le chiffre de 18 logements locatifs sociaux. Maintenant, je le précise, il n'y a évidemment aucun permis de construire qui a été demandé, donc le dossier est vraiment à l'état de pur projet. Mais enfin, on partirait en tout cas sur ces 2 jauges, 12 et 18. D'autres questions, Monsieur Malville ? Excusez-moi, c'est moi qui ai confondu les numéros. Voilà, c'est tout.
Très bien, je passe cette délibération au vote. Qui est contre ce versement d'une subvention foncière à Gironde Habitat? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Je redonne la parole à Yannick Clavier au sujet d'une décision modificative portant ouverture et transfert de crédit au BP 2022. Cher Yannick, je t'en prie. Effectivement, plusieurs opérations nous obligent à modifier le budget primitif adopté en avril de cette année. Donc, au titre des dépenses, nous l'avons vu plus tôt, la révision de la PCP de la médiathèque pour un montant de 45 000 €, l'acquisition de matériel pour les services techniques pour un montant de 30 000 €, la réhabilitation de la toiture de la salle polyvalente pour 20 000 €, des travaux de voirie et d'eau pour les eaux pluviales au lotissement de l'enclos du Roi pour 10 000 €, et le financement du reste à charge donc, au titre d'acquisition immobilière, donc effectivement pour 39 600 €. Au titre des non-réalisations, c'est à savoir du non dépensé prévu au budget, la non-réalisation d'achat de terrain au niveau du champ pour 8 000 €, la non-réalisation de l'Atlas de la biodiversité, donc qui est reporté pour 2023, on avait prévu 35 000 €. Pour la cession d'immobilisation de l'ancienne pelle mécanique, donc effectivement 6 000 €. Ça nous oblige à faire une reprise de 95 600 € au compte des dépenses imprévues budgétées en 2022. Ceci nous permet d'équilibrer les recettes et dépenses de la section investissement. Il est donc demandé d'approuver cette décision modificative suite à l'avis favorable en commission la restante commission 19. Merci. Merci Yannick. Donc vous avez compris que cette décision modificative, évidemment, ne fragilise aucunement le budget, qu'on était confronté, pour faire très court, à 5 opérations d'investissement qui n'avaient pas été prévues lorsqu'on a adopté le budget primitif en mars dernier, et que en face de ces 5 dépenses d'investissement prévues, on baisse la voilure en quelque sorte sur 5 autres investissements qui, eux, étaient prévus. Quelques explications quand même sur les opérations qui n'étaient pas prévues. S'agissant de la médiathèque, bon, vous avez compris, on en a parlé tout à l'heure. S'agissant de la toiture de la salle polyvalente, le gymnase, alors ça c'est l'éternelle toiture du gymnase. Il s'est avéré qu'il y a des nouvelles fuites sur une partie des tôles qui n'avaient pas encore été changées jusqu'à présent. Et donc plutôt que de laisser les associations sportives qui occupent ce bâtiment sous l'eau, si je puis dire, quand il pleut, on a fait le choix dès 2022, plutôt que d'attendre 2023, on a fait le choix donc de faire les travaux requis. On était confronté par ailleurs, Yannick l'a dit, mais je vous donne quand même des précisions, on a perdu notre mini-pelle. Donc nos services techniques, en particulier nos services voirie et espaces verts, sont confrontés à un besoin de pelle mécanique. Et là encore, plutôt que d'attendre 2023, on préfère dès maintenant, on a préféré dès maintenant en tout cas, changer cette mini-pelle. On a été également confronté à la nécessité de réaliser des travaux au lotissement dit l'enclos du Roi, c'est-à-dire que ce qui était prévu initialement, le curage des fossés s'avère insuffisant. Je m'étais engagé personnellement vis-à-vis des habitants de ce lotissement à changer le busage si nécessité, et il s'avère qu'effectivement c'est nécessaire. Donc on va changer les buses en question pour que les eaux pluviales s'évacuent de manière plus efficiente. Il y a le reste à charge pour l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine dont on a parlé tout à l'heure, là, au sujet de Gironde Habitat pour les 2 opérations de logements sociaux. Et puis à côté de ça, on avait prévu l'acquisition d'un terrain auprès de la SNCF pour y faire un bassin de rétention. La SNCF étant assez longue à la réaction, et je le dis avec beaucoup de respect pour les cheminots, Caroline, ça ne sera pas pour 2022. On espère toujours cette opération pour 2023. Je rappelle qu'il s'agit là de faire un bassin de rétention qui est nécessaire, une fois encore, pour récupérer notamment les eaux du Cantran lorsqu'il est en pleine charge. On avait prévu également, on espérait faire réaliser un atlas de la biodiversité avec les écoles. Et cette opération ne peut pas se faire parce qu'on avait misé sur une subvention et nous n'avons pas été lauréats. Donc on n'a pas la subvention espérée. On va représenter notre dossier, Yannick l'a dit. On espère bien que cet atlas de la biodiversité sera fait en 2023, ce qui permettra à certains professeurs des écoles de réaliser un beau projet pédagogique autour de ce projet. Et puis on avait très prudemment inscrit au budget une ligne de dépenses imprévues
Et donc cette ligne de dépenses imprévues, on l'ampute de 95 000 euros. On avait quand même prévu 174 000 euros de dépenses imprévues. Il reste donc à peu près 80 000 euros de dépenses imprévues. Ça veut dire qu'on a encore un petit peu de marge d'ici la fin de l'année pour réaliser, le cas échéant, des investissements qu'on n'avait pas prévus, chère Karine. Cette ligne ne m'avait pas échappé. Y a-t-il des questions sur ces opérations ponctuellement, sur cet équilibre? Non? Très bien, je passe donc cette décision modificative au vote. Qui est contre cette décision modificative? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. J'en profite, s'il vous plaît, je profite de cette délibération et de ce vote, et je vous remercie de ce consensus. J'en profite pour attirer l'attention des élus en premier lieu et des isonnés plus généralement sur un élément de contexte, un élément financier, un élément budgétaire, une nouvelle problématique qui se présente à nous, dont j'ai eu connaissance des derniers éléments il y a à peu près 48 heures. Ça fait quoi? Ça fait 2 jours que je ne dors pas? C'est ça. Ça fait donc 48 heures que j'ai cette info. Et il s'agit de quelques éléments que je souhaite communiquer maintenant en toute transparence au sujet de la flambée des prix de l'énergie. Donc rappelez-vous, on a discuté en commission il y a quelques jours. J'avais attiré votre attention sur cette flambée des prix de l'énergie et sur l'impact que ça aurait sur les finances de la commune. J'ignorais jusqu'à présent à quelle sauce on serait mangé. Je peux le dire à peu près comme ça. J'ai des infos depuis 48 heures et ces informations sont évidemment très préoccupantes. Le SDEG nous annonce qu'en raison du contexte géopolitique, en raison de la hausse des prix des matières premières et d'une manière plus générale en raison de la hausse des prix de l'énergie, la facture énergie, la facture des fluides, si je puis dire, gaz et électricité, passera, je peux le dire au futur, je crois, passera en 2023 de 170 000 euros à 520 000 euros, ce qui fait une hausse de 200%. Je rappelle à tout un chacun que les collectivités, contrairement aux particuliers, ne bénéficient pas de ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. C'est un choix qui a été fait, ce qui signifie concrètement qu'on prend pleine face la hausse des coûts de l'énergie. Vous mesurez que plus 350 000 euros de facture, évidemment que ça compromet inévitablement à la fois la qualité des services publics que l'on propose, la qualité des projets que l'on souhaitait entreprendre et, de manière inévitable, également notre politique d'investissement. C'est une hausse qui s'apparente davantage à une flambée qu'à une hausse. Ça fragilise indiscutablement notre projet politique, et donc je préfère le dire maintenant. Il va falloir qu'on compose avec ces plus 350 000 euros, avec cette hausse de 200% du coût des fluides. Et on va donc poursuivre notre plan de sobriété énergétique. Je rappelle qu'on a déjà engagé depuis 2 ans un plan de sobriété énergétique, qu'on a investi notamment sur des économies d'énergie, en passant au LED ici ou là, en procédant à l'extinction de l'éclairage public entre 23h30 et 5h du matin, en remplaçant les chaudières quand on peut le faire, en remplaçant des menuiseries dans des écoles. Cette politique d'investissement visant à diminuer notre consommation énergétique, on va la poursuivre, mais en attendant, il est bien évident qu'on va prendre très cher. J'annonce tout de suite aux isonnés, pour pas qu'ils soient surpris, 2 ou 3 petites mesures commandées, dictées par l'urgence. C'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, mais je préfère le dire maintenant. D'abord, s'agissant des établissements publics, on ne va pas allumer la chaudière avant le 1er novembre. J'espère juste qu'on aura un mois d'octobre assez clément au niveau des températures, y compris au sein des écoles. Je sais qu'en temps normal, on demande, en tout cas le corps enseignant demande à ce qu'on mette en place le chauffage dans les écoles avant le 1er novembre. Cette année, je l'annonce d'entrée, ce sera niet. Il n'y aura pas de chauffage dans les bâtiments publics avant le 1er novembre. J'annonce également tout de suite, je l'avais déjà dit l'année dernière, mais on avait été très clément, j'annonce également immédiatement que dans les lieux publics, dans les bâtiments publics, la température maximale sera de 19 degrés.
et pas plus. J'estime qu'à 19 degrés, en mettant une petite laine, c'est parfaitement supportable, pour ne pas dire confortable. En tout cas, c'est la température qui fait chez moi tout l'hiver. J'annonce aussi qu'au gymnase, et que nos amis sportifs nous excusent, mais la salle polyvalente, le gymnase, qui est un puits perdu, hein, c'est du gaspillage énergétique 6 mois dans l'année, la salle, le gymnase ne sera plus chauffé. Tout simplement, on coupe le chauffage au sein du gymnase. Et dans les vestiaires des équipements sportifs, la température n'excédera pas au mieux 15 degrés. Je dis bien au mieux 15 degrés. On est en train de faire des projections sur les économies qu'on peut espérer en prenant ces mesures. Pour l'instant, on est à 100 000 euros d'économies espérées. Évidemment, rien n'est moins sûr, mais on espère 100 000 euros d'économies. Et vous comprenez que quand on mange, je le répète, pleine face, 350 000 de hausse, ce n'est pas du luxe que d'aller chercher 100 000 euros d'économies sur les fluides. Il reste encore 250 000 euros à aller chercher. J'alerte tout un chacun. Je demande aux agents, je demande aux fonctionnaires, je demande aux professeurs, je demande aux associations d'être très, 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 très vigilants sur les consommations énergétiques. Je prends 2 exemples. Certains élus, la semaine dernière, jeudi, sont arrivés sur un bâtiment public dans lequel il y a une climatisation. Cette climatisation, il devait être 17 heures, était à 18 degrés. Là, je le dis tout de suite, c'est pas possible. Et si je dois me fâcher, je me fâcherai, mais il est évidemment hors de question que nos agents, si je puis dire, mettent une clim à 19 degrés. C'est pas raisonnable. Et puis un deuxième exemple, hier soir à 20h30, en faisant un petit tour sur les infrastructures sportives, il y a un clubhouse qui était encore allumé à 20h30 et à l'évidence, c'était un oubli de leur part. Donc je suis rentré, j'ai éteint la lumière, mais si je n'étais pas passé, la lumière serait restée allumée toute la nuit. Alors ce sont 2 exemples mineurs, évidemment. C'est pas avec ces mesures, avec cette vigilance qu'on sauvera le bateau, si je puis dire. Mais enfin, il faudrait quand même attirer l'attention de tout un chacun sur les efforts que chacun doit faire en responsabilité. On est vraiment, j'insiste, vraiment face à une situation d'urgence absolue. Je dis bien d'urgence absolue. Je mets quiconque au défi dans cette salle de m'expliquer comment est-ce qu'on parviendra à trouver un équilibre l'année prochaine avec une facture de fluide à 520 000 euros. Je dis bien que là, en l'état, quand je dis que ça fait 2 jours que je ne dors pas, je suis très sérieux. Ça fait 2 jours que je ne dors plus puisque je ne pense qu'à l'équilibre du budget 2023 et je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra parvenir à, en tout cas, à mener notre politique municipale, à conduire nos projets avec une telle facture. J'en profite également pour attirer l'attention de l'État et de nos représentants au niveau de l'État en leur disant, s'il vous plaît, on discute en ce moment d'une loi de finances. Il est encore temps d'introduire dans ce projet de loi de finances des dispositions qui peuvent éviter qu'une grande majorité de collectivités soient mises sous tutelle. Voilà, on en est là aujourd'hui. J'ai échangé très amicalement avec le député de la circonscription qui comprend parfaitement la situation. Évidemment, il ne promet rien. Je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait promettre quoi que ce soit, mais j'attire vraiment l'attention de nos élus, en particulier de nos élus nationaux, sur l'impasse budgétaire sur laquelle on pourrait buter dans les mois qui viennent. Voilà. Y a-t-il des questions peut-être après cette annonce? Je préfère le dire maintenant, comme ça vous avez bien conscience des difficultés et on pourra en reparler évidemment très très vite. Je vous en prie, Monsieur Vessière. Oui, aujourd'hui, Monsieur le maire, la loi des finances, elle est plutôt orientée sur les industries, sur les entreprises, pas sur les collectivités territoriales. Je confirme que pour l'instant, il n'y a à peu près rien, en tout cas sur ce volet énergétique, il n'y a strictement rien au profit des collectivités. Les particuliers et les entreprises sont concernés, mais pas les collectivités. Et j'ai bien conscience qu'on traverse en ce moment une conjoncture qui rendrait très compliqué de trouver ces quelques milliards dont on a besoin. J'ai évidemment quelques idées pour aller les chercher, mais je ne suis pas député. J'ai une autre question. Est-ce que le SDEG vous a réuni, vous avez négocié, est-ce que vous avez entretenu? Parce que vous me dites, il y a 48 heures, j'ai appris. Ça me surprend. Enfin, je vous crois, hein, c'est pas le sujet, mais... C'est très, pour être tout à fait transparent, c'est sur mon insistance personnelle, je dis bien sur mon insistance personnelle,
qu'on a appris la nouvelle il y a 2 jours. Et le SDEG, j'imagine, va réunir bientôt les petits maires comme moi, enfin en tout cas les élus comme nous, pour faire un point sur la situation et pour envisager peut-être des solutions à trouver. Mais qu'on soit petit maire, vous voyez, ou plus grand maire, très sincèrement, le problème est le même. Hein. Je songe à Pierre-Urmic à Bordeaux. Pierre-Urmic à Bordeaux, si les chiffres que j'ai sont bons, est confronté à une hausse de 14 millions d'euros de sa facture fluide. Donc autant dire que quoi que ce soit à Bordeaux, vous voyez, avec plus 14 millions, je ne vois pas comment est-ce qu'il va, sans l'aide de l'État concrètement, hein, vous voyez, si l'État ne nous vient pas en aide, si l'État n'arrive pas à mettre en place un dispositif protecteur des collectivités. Voilà, j'ai eu des chiffres de la région là, pour le chauffage dans les lycées cet après-midi, c'est affolant. Libourne est à, je crois, plus 1 million, je crois, plus 1 million, 1,2 million. Voilà, bon, et ça c'est tout frais. Je vous en fais part ce soir, on aura l'occasion d'en discuter, mais voilà, je préfère que les isonnés le sachent, voilà, on prend des mesures là, quand je parle de sobriété énergétique, on prend des mesures, c'est presque des rustines, objectivement, ce sont presque des rustines, mais ce sont des rustines qui sont juste nécessaires, c'est pas un choix. C'est pas un choix et on a fait à peine un quart du chemin qu'on va devoir faire pour parcourir, pour essayer de trouver une solution. Sophie. Oui, quelle est la position de l'Association des maires de Gironde et l'Association des maires de France plus globalement? Enfin, j'ai écouté ce matin à la radio le président de l'Association des maires. Est-ce qu'il y a un collectif, enfin, il y a une stratégie pour se mobiliser au niveau des maires? Écoutez, les associations sont évidemment mobilisées, les associations de maires sont évidemment mobilisées. On parle de l'association des maires de France, l'association de l'AMG, du côté girondin, je ne sais pas où elle en est. L'association des petites villes de France est mobilisée. Voilà, il y a quantité d'élus qui sont mobilisés. Il y a, mine de rien, une proposition de loi très intéressante, me semble-t-il, qui a été déposée il y a quelques jours, aujourd'hui, par l'opposition au Parlement. On verra ce qu'il en sort, mais pour l'instant, oui, tout le monde est évidemment un peu sonné. Tout le monde est évidemment un peu sonné, mais stratégie, je ne peux pas vous dire qu'il existe une stratégie. Enfin, si, stratégie, il en existe une, c'est que l'État accorde aux collectivités une protection du même acabit que celle dont bénéficient les particuliers. Voilà, un bouclier tarifaire ou l'équivalent. Je pense que ça, c'est le but, donc la stratégie est là. Après, tactiquement, comment l'obtenir, comment y arriver, je n'en sais foutre rien. Je suis en revanche persuadé que certains de nos élus sont parfaitement conscients, de nos élus au national, sont parfaitement conscients de ce qu'on est confronté à une quasi-impasse maintenant. Voilà, on nous l'annonce, j'espère qu'une solution va être trouvée. Il faut évidemment trouver les milliards en face. Voilà, il faut juste aller chercher les milliards, de mon point de vue, là où ils se trouvent. Et chacun peut avoir son idée sur la politique nationale et la politique fiscale, notamment, qui est conduite dans ce pays et qui pourrait être conduite de manière alternative. Voilà. Mais à mon petit niveau de maire, si vous voulez, je me contente d'observer que 520 000 euros de facture gaz et électricité, je ne suis pas en capacité aujourd'hui de les trouver. C'est juste impossible. Qu'on ne me dise pas qu'il existe un excédent de fonctionnement qui le permette. C'est faux. Juste, rappelez-vous comment on a galéré ces 2 dernières années pour dégager entre 300 et 400 000 euros d'excédent de fonctionnement afin de réaliser des investissements. Mesurer tous les efforts. Mesurer combien de postes on me réclame ici ou là. Vous voyez, mesurer les échanges qu'on a eus sur le CCS, par exemple. Les échanges qu'on a eus sur la police. Donc, vous voyez, mesurer l'attente, le besoin de services publics, besoin légitime de services publics, et l'écart qu'il y a entre ce que l'on souhaiterait faire en termes de politique municipale et les moyens mis à notre disposition. Voilà. Quand je dégage au mieux 400 000 euros d'excédent de fonctionnement, ça veut dire que rien qu'avec l'excédent de fonctionnement, je n'arrive pas à faire face à la hausse du coût de l'énergie. Voilà, juste avec ça. Donc voilà, je vous rappelle qu'on a emprunté il n'y a pas longtemps, qu'évidemment, qu'il va falloir commencer, qu'on a déjà commencé à rembourser, que ça veut dire qu'il faut qu'on ait une CAF brute et une CAF nette tous les ans qui nous permettent ce remboursement, parce que sinon, ça veut dire qu'on sera pas mis sous tutelle, mais enfin pas loin. Donc voilà, là, j'insiste sur l'urgence absolue. Urgence absolue. Que les isonnés le sachent, on est confronté à une difficulté très, 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 très raide. On va s'en sortir, mais on est confronté à une difficulté très, très raide. Voilà. D'autres remarques, peut-être d'autres réactions? Très bien. Non. Il y avait une étude sur les bâtiments qui étaient le plus consommateurs d'énergie, avec un plan d'action derrière qui avait été mis en place pour
entendu, pour faire de l'économie. Ouais, est-ce que cette étude pourrait être ressortie en commission et puis là, de toute façon, il y aura des décisions drastiques à prendre, c'est clair. Il n'y a pas, je veux dire, on ne pourra pas diminuer par 3 la consommation, puisque c'est uniquement le prix qui augmente et non pas la consommation. Donc oui, ben c'est juste au moment où vous avez commencé à en parler, on disait avec Marc, que je lui disais, je crois que cet hiver, tu n'auras plus de chauffage au gymnase. Voilà. Chose évidente qui arrive. Voilà, je pense que la commission des travaux pourra aussi peut-être mettre des idées à ce moment-là. Je suis vraiment, une fois encore, Monsieur Malville, je vous rejoins, nous sommes parfaitement raccord. D'abord, oui, il existe cet audit qu'on a réalisé sur tous les bâtiments communaux existe, et il existe depuis quelques mois déjà. On a les résultats de l'étude. Oui, on a mis en place un plan de descente énergétique conformément à nos engagements, et donc on a fléché dès le budget 2022, j'insiste, on a fléché des investissements visant à réaliser des économies d'énergie en correspondance avec ce plan de descente énergétique et en correspondance avec cet audit. Et évidemment, M. Malville, que cet audit et les mesures qu'on met en place sont à votre disposition quand vous voulez. On en discute évidemment quand vous voulez. Je vous disais que nos amis sportifs, notamment, n'auront plus de chauffage au gymnase, c'est vrai. On peut redouter également que les pauvres aient froid cet hiver, je dis comme je le pense. Et en même temps qu'on peut redouter que les pauvres aient froid cet hiver, on peut également observer que la planète brûle, qu'on a vécu un été apocalyptique. Et que voilà, donc oui, le contexte est très compliqué. Le contexte est très compliqué, et dans un contexte aussi compliqué, quand on doit faire face à des problèmes aussi aigus, plus que jamais, me semble-t-il, il est essentiel, absolument essentiel, de rester unis. Voilà, de rester unis et de trouver des consensus partout où on peut trouver des consensus. Sur tous les sujets, on aura d'autres sujets à aborder ensemble. Il est essentiel qu'on reste unis. Voilà. Je ne pense pas qu'on ait dit le contraire. J'observe sais pas. Que non seulement vous ne dites pas le contraire, mais j'observe que nous restons unis, et une fois encore, je m'en félicite. Et quand je dis que nous devons rester unis, il est bien évident que je ne songe pas seulement aux élus du conseil municipal, oui, je m'adresse aux Isonnais. Je pense qu'il est important, dans le contexte que nous traversons, de rester unis et d'essayer de pacifier un petit peu les choses, puisqu'il y a quantité de mèches qui peuvent être allumées. Donc il faut vraiment éviter de jouer aux apprentis sorciers. Voilà. D'autres remarques peut-être ? C'est une question qu'on a entre nous là, mais j'ai eu la réponse à un moment donné, mais là je ne l'ai plus. On est obligé de rester au syndicat ? Vous parlez de quel syndicat, monsieur ? Du SMICVAL ? Celui qui vient. Ah, le SMICVAL, on en parlera après. Là aussi, on est obligé d'y rester. En fait, on a 2 syndicats et on se prend 300% dans les 2 syndicats. Je me demande à quoi ils servent. Bon, restons sur l'électricité. On est obligé d'y rester là ? J'ai eu la réponse à un moment donné, mais parce que moi, en général, quand un fournisseur me fout 300% dans la tronche, je me casse. Hein. Mais c'est partout, monsieur Malville. C'est partout. Ce sont les tarifs négociés. Vous voyez, le vrai sujet, monsieur Malville, si vous voulez jusqu'au bout du sujet, c'est que vous disiez tout à l'heure que nos factures vont augmenter alors que nos consommations, elles, ne vont pas augmenter, peut-être même qu'elles vont baisser, alors même qu'on ouvre des nouveaux bâtiments. Peut-être même qu'elles vont baisser. Le vrai problème, c'est pas ce découplage-là. Vous voyez, le vrai problème, c'est que les factures vont augmenter alors même que la production, elle, s'agissant de l'électricité en tout cas, alors que la production, elle, a un coût équivalent. Ça, c'est un scandale. Voilà. Mais c'est un scandale qui est le fruit d'une politique européenne assumée. Voilà, on a décidé de coupler le prix du gaz et le prix de l'électricité. Bon, on peut être pour, hein, ça a peut-être des avantages, mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'observe que c'est une absurdité totale de voir des factures d'électricité augmenter de 300% quand, dans le même temps, si je puis dire, le coût de production d'électricité est resté le même. Oui, ma question sur le syndicat, c'est quand même un syndicat, pour les gens qui nous écoutent, c'est un syndicat qui est constitué par des élus locaux. Enfin, ce sont des élus locaux. Vous avertir
2 jours parce que vous tapez à la porte en disant combien on va payer, je trouve ça un peu cavalier de leur part. D'ailleurs, on a trouvé beaucoup de choses cavalières de leur part quand ils viennent faire des devis aussi. C'est pour ça que je me pose vraiment la question de la continuité d'un syndicat tel que celui-là. Et je pense qu'il va y avoir d'autres élus qui vont certainement se poser la même question, en disant mais à quoi ils servent? Alors, sur la communication de notre partenaire syndicat de l'énergie, je confirme, à mon avis, ils n'ont pas été très bons. Et je suis gentil en le disant. Voilà. Sur les tarifs pratiqués, sincèrement, M. Malville, bon, on peut comparer si vous voulez. Hein, je ne sais pas ce qui se fait ailleurs. Oui, on pourra faire l'exercice si vous voulez, mais je doute qu'il y ait aujourd'hui un syndicat qui soit, en termes de tarifs, beaucoup plus performant que le SDEG. Il y a meilleur certainement qu'on doit pouvoir trouver, vous voyez, mais ça doit jouer à pas grand-chose, je pense. Vous voyez, autour de moi, il n'y a pas une collectivité qui est à moins de 200 € d'augmentation, là, comme ça, je le dis de mémoire, là, spontanément. Vous voyez, il n'y en a pas une, y compris les grosses qui ne passent pas par le SDEG. Hein. Qui parfois d'ailleurs mangent davantage que 200% d'augmentation. Donc ça se discute, on peut en discuter évidemment. Moi j'ai pas de religion à titre personnel, je suis pas marié avec le SDEG et d'ailleurs je n'y suis même pas à titre personnel. Donc c'est Serge Flau qui représente la commune au sein du SDEG. Mais Serge évidemment, oui Serge est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il pèse pas grand-chose au SDEG. Hein. Il peut lever le doigt et parler, mais à part lever le doigt et parler, voilà, de fait on n'a pas beaucoup de pouvoir. Monsieur Vessière. Oui, non, vos sœurs, j'ai dit pour rien, c'est pas on va pas le cibler. Non, s'il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire, on aurait pris 45% d'augmentation en février de l'électricité. Et là, c'est 300%. 200%. Mais oui. Ça dépend comment on calcule. Ouais. Mais oui. Enfin, bon. Mais ça semble, je sais pas, moi, ça me semble énorme. Non ? On en discutera, si vous voulez bien. Oui, non, mais et on conviera, si c'est possible, on conviera le SDEG ou des représentants du SDEG. Je pense qu'une fois encore, qu'ils vont organiser une réunion avec des élus très bientôt. Enfin, je leur souhaite en tout cas. Et puis dès qu'on en saura davantage, dès qu'on aura une date, un lieu, on vous le communiquera et on pourra en discuter en toute transparence avec eux. Voilà. C'était une petite information qui était un peu longue. Je m'en excuse. Ça me paraissait nécessaire. On poursuit le conseil municipal, si vous voulez bien. Nouvelle délibération au sujet d'une subvention à verser à l'association Les Boulistes Isonnés, qu'on adore. Gilles Bouey, Gilot, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit donc d'une subvention pour l'association Les Boulistes Isonnés. Le contexte, c'est quoi? Nous avons versé toutes les subventions au mois de mai pour la subvention 2022. Tous les dirigeants des Boulistes Isonnés ont démissionné début juin. Donc, j'ai demandé, pour éviter tous les problèmes, à ce que la subvention ne soit reversée à la mairie, de la part des boulistes, de l'ancien bureau des boulistes, chose qu'ils ont faite, ça a évité pas mal de problèmes. Et il s'agit aujourd'hui simplement de le rendre à la nouvelle équipe. C'est 500 € déjà budgétés il y a un petit moment de ça, donc en mars 2022. Et il s'agit simplement de leur redonner à travers cette subvention. Donc, je vous demanderai simplement de valider cette chose-là. C'est OK pour tout le monde? Je passe au vote. Ah, monsieur Vessière, je vous en prie. Oui, mais ils pourront plus s'éclairer et jouer de nuit, les boulistes. Ils pourront plus jouer de nuit, les boulistes. Ils pourront plus s'éclairer. Donc, non. Enfin, je veux pas baisser la avec les subvention. phares des véhicules. Nous, moi, quand j'étais petit, on s'entraînait au foot avec les phares des véhicules. Donc, peut-être on peut y revenir. D'autres remarques, André? C'est OK? Merci. Je passe cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Et merci une fois encore aux bénévoles de l'association Les Boulistes Isonnés. On poursuit l'ordre du jour avec une série de 5 délibérations qui relèvent des ressources humaines et donc de Brigitte Nabé-Girard. Bien, monsieur le maire, mes chers collègues, nous allons avoir des délibérations techniques, mais c'est aussi l'avis de la commune et des agents de la commune. Donc, il s'agit du tableau des effectifs. Nous avons une première délibération pour des avancements de grade. Donc, les avancements de grade, c'est qui sont qu'on l'on reverra régulièrement au fil des ans, au fil du temps, puisque nos agents avancent
au niveau de leur grade, de leurs échelons, et de leur carrière. Donc ça, c'est la première délibération. Est-ce que je les regroupe peut-être, ces délibérations, sur le tableau des effectifs, monsieur le maire? Oui. Allez, merci. Ensuite, nous avons une délibération qui concerne les promotions internes. Donc ça aussi, c'est la vie des agents d'une commune. Et puis quand on parle de promotion interne, on a aussi des suppressions et des créations d'emplois. Donc quand on supprime, c'est-à-dire qu'on remet à jour, il y a des grades qui ne sont plus nécessaires d'avoir sur le tableau des effectifs et qui sont liés aussi à des progressions. Voilà. Ensuite, nous avons des modifications toujours au tableau des effectifs et des suppressions d'emplois à temps complet. Alors pourquoi est-ce qu'on a des suppressions d'emplois à temps complet? C'est parce qu'on a des agents qui partent à la retraite, qui ont des mutations. Donc c'est aussi la mobilité des agents. Donc une fois qu'il y a ces suppressions et qu'on a mis notre tableau à jour, eh bien évidemment, il y a des créations d'emplois. Donc c'est pour ça qu'on a aussi cette délibération sur la création d'emplois au tableau des effectifs de création d'emplois à temps complet. Voilà, donc on a comme ça toute une série de modifications de façon à ce que notre tableau des effectifs, qui se présente de la manière suivante, il soit juste et pour que l'administration et qu'on s'y retrouve et que l'on regarde quelle est notre marge de manœuvre. Voilà, donc cette série concernant le tableau des effectifs. Ensuite, nous avons encore un petit quelque chose qui nous est demandé par la perception. Nous avons aussi des emplois qui sont des emplois saisonniers ou des emplois pour des activités temporaires. Et jusqu'à présent, on faisait aussi du coup par coup, cas par cas. Et là, il nous est demandé de remplir, d'avoir un tableau et sur ce tableau, on doit mettre le maximum des possibles dans la collectivité. Alors, vous imaginez que par les temps qui courent, on a fait quand même très attention au maximum des possibles. Donc voilà, cette délibération qui vient compléter et qui nous permet quand même de faire appel notamment à des saisonniers et on a recours là à des contrats de droit public. Chose différente de ce qu'on a vu précédemment. Et nous aurons aussi la création d'une activité accessoire au sein de la collectivité pour des missions d'expertise. Donc voilà ce que l'on vous propose au vote et ce que nous allons mettre au vote. Monsieur le maire, je vais vous repasser le micro. La fin de l'opération. Bien, y a-t-il des questions? Non, monsieur Malville, c'est OK? Tout ça a été abordé en commission. Consensus. Aussi avec le personnel dans les commissions paritaires. En commission ressources et en commission paritaire. Donc, je passe au vote ces 5 délibérations concernant donc le tableau annuel d'avancement, la promotion interne 2022, la suppression d'emplois à temps complet, la création d'emplois à temps complet et enfin la création d'emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité. Y a-t-il des voix contre ces 5 délibes? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. Je poursuis ce conseil municipal avec 2 délibérations d'importance. La première concernant une suppression d'exonération de taxes d'aménagement et la seconde concernant l'instauration d'un taux majoré de taxes d'aménagement par secteur. Pour certains secteurs, disons, les secteurs où des projets immobiliers pourraient voir le jour dans les mois ou les années qui viennent. Première délibération donc au sujet de la suppression des exonérations de taxes d'aménagement. Alors petit rappel d'abord historique. En 2014, la précédente municipalité avait été conduite à statuer sur la taxe d'aménagement. Il avait été décidé en 2014, d'une part, d'instaurer un taux de 5% de taxe d'aménagement sur tout le territoire isonné, et il avait été décidé, d'autre part,
d'exonérer totalement de taxes d'aménagement tous les logements sociaux, quel qu'en soit le type, quel qu'en soit le genre, si je puis dire. Je vais vous proposer ce soir, en premier lieu, de revenir sur l'exonération totale de taxes d'aménagement pour les logements sociaux, et je vais vous proposer, d'autre part, d'instaurer un taux majoré de taxes d'aménagement sur certains secteurs, disons. D'abord donc la suppression des exonérations de taxes d'aménagement pour les logements sociaux. Je précise que la raison d'être d'une taxe d'aménagement, donc la taxe d'aménagement, c'est la taxe que paye le propriétaire dans les quelques mois qui suivent la livraison de son nouveau bien. La raison d'être d'une taxe d'aménagement au départ, c'est évidemment de permettre à la commune de s'équiper à la hauteur des besoins des habitants. Et il est bien évident que plus il y a d'habitants, plus il y a de besoins. C'est de permettre à la commune d'investir sur l'école. Et pour ceux qui ne le savent pas, on a un projet sur le long terme de restructuration de l'école, des écoles élémentaires et maternelles. Et là, on est sur une enveloppe à 5 millions à peu près. Donc il faut les trouver, évidemment, les 5 millions, surtout par les temps qui courent. Vous avez compris que c'est un peu compliqué. On a besoin de renforcer des réseaux. On a besoin de se doter de davantage d'équipements sportifs. On a besoin de refaire des voiries, on a besoin d'investir dans des pistes cyclables, dans des trottoirs, dans un plan de mobilité active. Et évidemment, pour faire tout ça, on fait tout ça pour les isonnés d'aujourd'hui, si je puis dire, et puis ceux qui arriveront demain. Enfin, pour pouvoir réaliser tous ces investissements, il faut évidemment de la ressource. Et de ressources, vous avez bien compris qu'on n'en a pas beaucoup. On propose donc de supprimer l'exonération de taxes d'aménagement pour les logements sociaux, considérant qu'il n'y a pas de raison que les logements sociaux soient exonérés, alors que les logements dits en accès libre ne le sont pas. Et donc, je vous propose tout simplement de procéder à cette suppression. Je précise immédiatement que cette suppression, c'est la seule limite de cette suppression d'exonération, ne concerne pas les futurs logements sociaux dits en PLAI, c'est-à-dire les logements très sociaux, qui, eux, c'est la loi qui l'impose, hein, ce n'est pas un choix de la municipalité, qui, eux, la loi dit très clairement que ces logements doivent être exonérés de taxes d'aménagement. Donc si on met de côté les PLAI, pour tous les autres logements sociaux, les PLS et les PLUS, désormais, à Ison, en tout cas celui qui porte un projet de PLS et de PLUS sur Ison, désormais, ne sera plus exonéré de taxes d'aménagement. Je ne le fais pas une fois encore de gaieté de cœur, je dis juste que ça me paraît être du bon sens, compte tenu des besoins en investissement qu'on a. Ça me paraît être de bon sens que de supprimer cette exonération de taxes d'aménagement. Ça, c'est la première délibération. Y a-t-il des remarques sur ce premier sujet avant que je le passe au vote, s'il vous plaît? J'imagine que oui. Peut-être on a discuté en commission, Monsieur Malville et d'autres qui étaient là. Il m'a semblé qu'il y avait plutôt consensus sur le sujet, parce que tout le monde à peu près s'accorde à dire qu'effectivement on a besoin d'équipements supplémentaires et que pour ça il nous faut des recettes, et que c'est un moyen évidemment de percevoir des recettes. Monsieur Malville, c'est OK? Pas de remarques? Je peux le passer au vote? Très bien, je passe donc au vote cette première délibération portant suppression des exonérations de la taxe d'aménagement. Qui est contre? Ah, Monsieur Vessière, je vous en prie, avec un peu de retard. Oui, je suis désolé. Si je récapitule, ça ferait une taxe aux futurs promoteurs qui souhaitent urbaniser notre ville, c'est ça? C'est très exactement ça, monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, le propriétaire, celui qui porte le projet, qu'il soit promoteur, bailleur social ou que sais-je, il a un projet de logement sur Ison. Effectivement, il sera assujetti à une taxe d'aménagement parce qu'on a évidemment besoin de cette taxe d'aménagement, de ces recettes pour équiper la commune comme il se doit. Et une deuxième question, sur un terrain avec donc du PLAI ou du PLAI, oui. PLAI, et avec d'autres logements moins sociaux, on va dire, je veux parler clairement, si c'est sur un même terrain. Mais c'est, par exemple, si sur un projet de 10 logements sociaux, on a 3 PLAI, et le contrat de mixité sociale et l'État nous imposent un taux minimum de 30% de PLAI par projet, sauf erreur de ma part. Vérifiez, c'est pas 30, c'est 40, mais je crois que c'est 30. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 3 des 10 logements qui seront exonérés de taxes d'aménagement. Les 7 autres, en revanche, seront assujettis à une taxe d'aménagement. C'est clair? Des questions?
C'est OK pour tout le monde? Très bien, je passe donc cette suppression d'exonération de taxes d'aménagement au vote. Qui est contre cette suppression d'exonération? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. J'enchaîne donc sur une autre délibération, cette fois-ci au sujet, vous l'avez compris, de l'instauration d'un taux majoré de taxes d'aménagement par secteur. Donc, je refais l'histoire, mais il avait été décidé sous le précédent mandat d'instaurer un taux unique sur tout ISON de 5% de taxes d'aménagement. Je vous passe les détails sur la formule de calcul, mais grosso modo, on prend une surface plancher, on multiplie par le taux voté par la collectivité et on multiplie ensuite par la valeur annuelle forfaitaire. Et tout ça vous donne le produit de la taxe d'aménagement. Donc jusqu'à présent, on appliquait le taux de 5% sur tout ISON. Et nous proposons de passer à un taux de 15% sur certains secteurs d'ISON. Il s'agit des secteurs d'ISON. Il s'agit des parcelles, disons, qui aujourd'hui sont constructibles sans logement et qui pourraient donner lieu demain à des projets de développement urbain, à des projets de logement. Il s'agit d'abord de ces parcelles et il s'agit ensuite des parcelles qui, sous le précédent PLU, avaient été classées en zone 2AU, c'est-à-dire en zone à urbaniser à moyen terme. On va le dire comme ça. Ces zones ont été spécifiquement fléchées, on en a discuté en commission, c'est-à-dire en gros ce sont des zones sur lesquelles il n'y a pas d'habitation aujourd'hui et sur lesquelles il pourrait y avoir des habitations demain à PLU constant, j'insiste, à PLU constant, sans même parler de révision du PLU, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ces parcelles sont constructibles et aujourd'hui bien évidemment les promoteurs et que sais-je ont de l'appétit. Et donc parfois, la commission le sait très bien, on sent bien des promoteurs qui ont beaucoup d'appétit. Et je parle des promoteurs, je pourrais également dire quelques mots des propriétaires, des parcelles qui eux aussi, bien légitimement, bien normalement en tout cas, c'est bien compréhensible, ont de l'appétit. Donc pour éviter, si vous voulez, que cet appétit finisse par nous déborder et que ça donne lieu à des projets qui, de mon point de vue en tout cas, ne seraient pas acceptables à ISON, en termes de qualité architecturale, en termes d'insertion paysagère, en termes de vie sociale tout simplement. On a travaillé sur des OAP sur ces parcelles et on se propose corrélativement d'assujettir ces parcelles à un taux de taxe d'aménagement qui soit majoré. Un exemple concret, sur une parcelle de 5000 m² aujourd'hui, je prends un exemple concret pour que chacun comprenne, sur une parcelle de 5000 m² aujourd'hui, si un promoteur ou un bailleur porte un projet de 23 logements, avec 60% de logements sociaux, puisqu'aujourd'hui, je vous le rappelle, on a discuté à plusieurs reprises, mais c'est ce que l'État attend à minima par projet, c'est 60% de logements sociaux. Donc aujourd'hui, sur 23 logements avec 60% de logements sociaux, concrètement, aujourd'hui, la taxe d'aménagement nous rapporte, si je puis dire, sur ce projet, 20 821 €. C'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, ça, c'est aujourd'hui. Demain, en instaurant d'une part la suppression d'exonération dont on a parlé tout à l'heure et d'autre part le taux de 15%, le même projet nous rapporterait 156 160 € de taxes d'aménagement. Donc on passe de 20 000 de taxes d'aménagement à 156 000 de taxes d'aménagement. J'insiste pour dire que ce ne sont pas les isonnés d'aujourd'hui qui sont concernés, ce ne sont pas les propriétaires isonnés d'aujourd'hui qui sont concernés, ce sont les futurs propriétaires d'ISON qui seront concernés. Voilà, je le dis tout de suite pour mettre tout le monde à l'aise. Et une fois encore, on ne le fait pas de gaieté de cœur, c'est parce que c'est juste que il me paraît aberrant qu'on touche que sur 23 logements qui sortent, qu'on perçoive que 20 000 € de taxes d'aménagement. On le perçoit une fois, hein, évidemment, pour ceux qui n'avaient pas enregistré, ça c'est one shot. Hein. C'est au moment de la livraison, enfin dans les mois qui suivent la livraison du bien, et puis après c'est fini. Donc dans un contexte dans lequel je rappelle qu'on nous a supprimé la taxe d'habitation, c'est-à-dire qu'on a perdu ce levier, hein, je le répète, mais la suppression de taxe d'habitation, c'est une réforme qui nous enlève un peu d'autonomie quand même. En tout cas, la liberté de décider qu'on veut augmenter les taux ou pas pour faire face à des besoins d'investissement. On n'a plus ce levier. Dans un contexte où le seul levier disponible, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais à titre personnel, je trouverais injuste que seuls les propriétaires sur ISON fassent des efforts tous les ans quand les locataires, par exemple, n'en feraient aucun. Je pense qu'en termes de cohésion sociale, c'est pas terrible. Pour ne rien dire sur le jacobinisme qui a animé le législateur quand il a fait cette réforme, je pense que aménager, varier en quelque sorte le taux de taxe d'aménagement
juste s'agissant des parcelles qui aujourd'hui sont libres et qui, on le sait, vont donner lieu à des projets, il me semble, moi, que c'est du bon sens. Voilà. Et je l'assume sans difficulté. Je crois qu'en commission, on était à peu près d'accord pour dire qu'il y avait, que c'était du bon sens. Monsieur Malville, vous peut-être rajouter quelque chose? C'est OK? Très bien. Sur une décision aussi importante, c'est OK pour vous? Monsieur Vessière, c'est OK pour vous? Du côté de ma majorité, peut-être Oui, qu'il y en non, a moi, qui ne sont pas exprimés. Monsieur Vessière, je vous en prie. J'ai regardé les parcelles, je connais un peu l'urbanisation envisagée, je trouve que c'est très bien. L'effet est immédiat de cette loi, de ce vote? Si on délibère avant le 30 septembre, donc nous y sommes, ce sera effectivement applicable à compter du 1er janvier. D'autres questions? Oui. Juste, pas par rapport à la délib. Il y a une erreur. Il y a marqué les secteurs concernés par l'instauration d'un taux majoré de la taxe d'habitation. C'est la taxe d'aménagement. Quoi, Karine, je relis. Merci de signaler cette grosse erreur matérielle qui aurait pu nous coûter cher. Et donc, tout le monde est bien d'accord pour dire que, évidemment, le projet de délib comporte une erreur matérielle. Je dis bien une erreur matérielle. Il est bien question de la taxe d'aménagement et non pas de la taxe d'habitation. Que tout le monde soit... Ça, c'est un coup à... Hein? Alors, juste pour éviter qu'on casse la délib, je ne participerai pas au vote. Ainsi que Gilles Boye. Ouais. S'il vous plaît, messieurs Boye et Malville ne prennent pas part au vote. C'est propre. C'est OK pour tout le monde. Je passe donc au vote. Cette délibération, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. Merci. Je poursuis. Autre délibération à l'ordre du jour. Il s'agit alors de 2 délibérations, c'est subtil, grand A, grand B. D'une part, une cession de terrain et d'autre part, corrélativement, une acquisition de terrain. Il s'agit de céder un terrain qui appartient à la commune d'Ison d'une superficie, j'ai plus la superficie, 1500, 1600 mètres carrés, je crois à peu près 1600 mètres carrés. 1699 mètres carrés, voilà, qui appartient donc à la commune d'Ison, qui est aujourd'hui occupé, alors je dis aujourd'hui occupé, en fait il est occupé depuis des décennies par une entreprise qui se situe en bas du pont du Champ. D'un commun accord, hein. Il y a une entente parfaite entre la commune et cette entreprise. Une délibération avait été prise en 2012 de mémoire, en 2011 par plus que la précédente majorité, celle d'avant encore, et puis qui n'avait pas vraiment été suivie d'effet, sinon par l'occupation. En tout cas, juridiquement, il y avait une espèce de no man's land. Donc on régularise en quelque sorte aujourd'hui cette occupation de fait d'un terrain communal. Et on cède donc cette bande de 1600 mètres carrés et en contrepartie, la même entreprise nous cède une bande qui est sensiblement de la même superficie, 1600 mètres carrés. Donc en gros, c'est d'une part une cession, la cession d'un terrain évalué à 42 000 € au profit de la société EVV, Euralis, pour faire clair, et d'autre part, la société il s'agit de faire l'acquisition d'un terrain, d'un autre terrain, d'une superficie quasi identique à 100 mètres carrés près peut-être, d'un même montant, évalué à 42 000 € et quelques, je crois également. Et donc, c'est une opération blanche, évidemment, pour la commune. J'ajoute que ce petit bout de terrain qu'on récupère tout en bas du pont du Champ pourrait, je dis bien pourrait, je suis très, très prudent, pourrait laisser espérer, je veux dire comme ça, c'est pas très joli, la construction d'un ouvrage qui pourrait permettre aux enfants, notamment, qui descendent du champ, de ne pas emprunter le pont, mais d'emprunter une espèce d'escalier passerelle, et donc ils prendraient moins de risques. Et dans le cadre de notre réflexion sur les circuits de mobilité active, si on pouvait effectivement sécuriser un petit peu les gamins qui sortent du vieux champ pour aller à l'école, par exemple en vélo ou à pied, ça pourrait être pas mal, mais je suis très prudent sur la faisabilité technique de cet aménagement. Mais en tout cas, c'est l'idée un petit peu qu'on poursuit. Donc d'une part, une opération blanche, une cession et une acquisition, et puis d'autre part, l'espoir que cette acquisition nous permette de faire un petit aménagement à destination des mobilités douces. Y a-t-il des questions peut-être? Alors je précise qu'en commission, oui pardon, juste une précision, Madame Fontaine, en commission, j'avais pas tous les éléments en tête, il nous manquait certaines précisions. J'ai attiré votre attention sur l'existence d'un fossé essentiel à l'évacuation des eaux pluviales sur le vieux Huchamp, fossé qui traverse cette parcelle.
On a insisté auprès du vendeur sur l'absolue nécessité de laisser ce fossé intact. Cette condition sera inscrite dans l'acte de vente expressis verbis. Donc il sera écrit expressément dans l'acte que le fossé doit rester tel qu'il est aujourd'hui, qu'il existe une obligation d'entretien à la charge du propriétaire et que les agents des services techniques de la ville d'Ison ont la possibilité d'aller sur place pour vérifier l'état du fossé, tout particulièrement en cas d'épisode climatique comme on a eu il y a un an. Donc ce sera expressément prévu dans l'acte de vente. Ce sont exactement les précisions que j'allais vous demander, monsieur le maire. Vous venez d'y répondre. Je vous remercie. Merci de votre attention, madame Fontaine. Y a-t-il d'autres interventions peut-être sur le sujet? C'est OK. Je passe donc en premier lieu la cession du terrain au vote et ensuite l'acquisition du terrain. S'agissant de la cession d'un terrain communal au profit de la société EVV, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. S'agissant maintenant de l'acquisition par la ville d'Ison d'un terrain qui appartient aujourd'hui à la société EVV pour un prix équivalent, donc opération blanche, avec les conditions, j'insiste, ce sera inscrit au PV s'il vous plaît, avec les conditions que je viens de rappeler à madame Fontaine, c'est-à-dire l'existence du fossé, le fossé intact, l'obligation de l'entretenir, de le curer et la possibilité pour les services techniques d'y accéder. Donc je tiens absolument à ce que ça figure dans le procès-verbal de la séance de ce soir. Y a-t-il des voix contre cette acquisition, cession-acquisition? C'est OK? Des abstentions? Je vous remercie. Dernière délibération à l'ordre du jour, s'il vous plaît, s'agissant de la vente aux particuliers des livres de la bibliothèque, issus du désherbage de la bibliothèque. Il s'agit de fixer un tarif. C'est Karine Largouet qui rapporte sur le sujet. Chère Karine, je t'en prie. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, bien entendu, comme tous les ans, on est obligé de faire de la place dans la bibliothèque. Avec l'arrivée de la médiathèque, il va y avoir un renouvellement des fonds qui vont être obligatoires. Donc, on continue ce qu'on appelle le désherbage. Alors, le désherbage, c'est tout simplement l'opération qui consiste à retirer des fonds existants un certain nombre de documents qui sont soit endommagés ou qui, tout simplement, ne sont plus véritablement empruntés. Donc, le tri s'avère être régulier. On vérifie l'état physique, on vérifie en même temps le nombre d'exemplaires, le fait que ce soit des exemplaires qui aient plus de 15 ans, donc qui ne soient plus véritablement très souvent empruntés. La valeur littéraire d'un documentaire ou d'un livre et l'existence ou non de documents de substitution. Donc ceux qui sont retirés des fonds existants sont tout simplement proposés à la vente à la population. Et la vente publique de livres devrait commencer le 1er octobre 2022, c'est-à-dire samedi. Et comme l'année dernière, on a tout simplement refixé le prix de chaque ouvrage à 1 €. Des questions sur ce sujet? C'est OK pour tout le monde? Très bien, je passe cette délibération au vote. Y a-t-il des voix contre ce tarif? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. Je termine, s'il vous plaît, avant de clore le conseil municipal. Petit temps d'échange au sujet d'un élément d'actualité brûlant. J'allais dire qui pue. Non, mais en tout cas brûlant, au sujet donc du SMICVAL. Tout le monde ici en parle. Moi-même, quand je croise des Isonnais, ils sont nombreux à m'en parler. Et donc, je tenais à ce qu'on ait ce petit temps d'échange, d'information, échange, appelez comme vous voulez, donc au sujet de ce qu'il se passe en ce moment du côté du SMICVAL. Donc, pour faire très très court, et ensuite on pourra en débattre, pour faire très court, vous le savez, le comité syndical du SMICVAL a décidé il y a quelques jours pour faire très très court, de supprimer le ramassage des ordures ménagères en porte-à-porte et de passer à court terme quand même, somme toute, même si la mise en œuvre sera un peu plus longue, de passer à un système d'apport volontaire des ordures ménagères dans des bacs spécifiques qui sont dédiés à telle ou telle typologie d'ordures ménagères. Cette décision a été prise par le SMICVAL à une écrasante majorité, on peut le dire, début septembre, dans un contexte compliqué. Dans un contexte compliqué pour le SMICVAL, c'est une évidence, puisque le SMICVAL est confronté à une hausse spectaculaire de ses coûts de fonctionnement
Et le SMICVAL est confronté également à un cadre législatif qui a évolué dernièrement. Donc ils ont été avertis il y a très longtemps, mais voilà, la mise à jour, si je puis dire, du modèle économique du SMICVAL est inévitablement douloureuse. Et le SMICVAL le fait en poursuivant un objectif dont on peut discuter la légitimité, le bon sens, mais qui, moi, en tout cas, à titre personnel, l'objectif final, à titre personnel, me paraît inévitable, à savoir baisser nos productions de déchets. Je crois qu'il doit y avoir consensus dans ce pays en ce moment pour dire qu'effectivement, la question des déchets est une question essentielle et on ne peut pas continuer à polluer la planète comme on pollue aujourd'hui la planète. Enfin, aujourd'hui, ça fait des décennies qu'on pollue la planète de cette manière. En revanche, si l'objectif poursuivi par le SMICVAL peut faire consensus, je crois en tout cas qu'il fait consensus dans cette salle, la méthode mise en œuvre par le SMICVAL, elle, a défrayé la chronique. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour que les choses soient très claires, la conférence des maires de la Cali s'est réunie quelques jours avant le comité syndical du SMICVAL, l'avant-veille, je crois. Et la conférence des maires de la Cali a, de mon point de vue, sans équivoque, même si certains en discutent, de mon point de vue sans équivoque, la conférence des maires a demandé à ses représentants au sein du comité syndical de SMICVAL de voter contre cette révolution. Il s'avère que certains représentants de la Cali n'ont pas voté contre, mais se sont soit abstenus pour l'un, je crois, soit ont voté pour 2 ou 3 autres, ou peut-être 4 autres, je ne sais pas. Bon, c'est leur liberté. Il est bien évident que ça coince un petit peu du côté de la Cali. On en discutait encore hier soir en conseil communautaire, on en a rediscuté en conférence des maires. Mais la position de la Cali, en tout cas, sans équivoque, est de dire sur l'objectif poursuivi, oui, nous devons baisser massivement, je dis bien massivement, notre production de déchets. Oui, on doit maîtriser les coûts de fonctionnement, inévitablement. On doit maîtriser, réguler les coûts de traitement des déchets, et ces coûts sont à la hausse. Certainement faut-il revoir le modèle économique du SMICVAL, puisque, à l'évidence, ce modèle économique n'est plus tenable compte tenu du cadre législatif qui a évolué et des coûts de fonctionnement. Mais simplement, et on insiste là-dessus, si on veut y arriver, il faut trouver un consensus auprès de la population. Si on veut y arriver, il faut associer tous les élus et la population, et puis y aller tranquillement. Et là, on essaie de nous y conduire à marche forcée, et donc sur la méthode, ce n'est pas admissible. J'ajoute que la Cali est unie sur le sujet, à quelques exceptions près, et qu'une motion sera mise au vote du prochain conseil communautaire, le 18 octobre, je crois. Prochain conseil communautaire, qui sera donc dédié à un débat sur le SMICVAL, sur l'avenir de ce service public, essentiel, bien évidemment, au quotidien de chacun. Et donc, à l'occasion de ce conseil communautaire du 18, le débat aura lieu, avec, je l'espère, des représentants du SMICVAL, et une motion sera présentée, sera mise au débat, en tout cas. Et bon, j'ai à titre personnel peu de doute sur l'issue du vote, mais en tout cas, j'invite tout un chacun chacun des élus, en tout cas, c'est certain, à y venir ce jour-là, en conseil communautaire pour assister au débat. En tout cas, bon, je vais aller jusqu'au bout de la transparence, c'est très important, et puis on pourra en discuter après. De toute évidence, les relations entre le SMICVAL et la Cali étaient déjà très tendues. Et je pense sincèrement que cette tension explique en grande partie l'état de crise dans lequel on est. Moi, à titre personnel, j'ai vu une seule fois le président du SMICVAL, c'était en tout début de mandat. Tout début de mandat. Je ne peux pas dire que ce soit très très bien passé, mais je ne l'ai plus revu depuis. Mais bon, c'est comme ça. J'ai reçu un vice-président, David Rezandé, il y a pareil, un an et demi, avec qui on avait discuté, qui avait abordé cette problématique du modèle économique du SMICVAL. Enfin, on en était resté à une discussion très très large sur des grandes orientations, sur la problématique des déchets, sur la problématique de l'enfouissement, sur le fait qu'aujourd'hui, sur notre territoire, on paye beaucoup plus cher l'enfouissement, par exemple, que sur la métropole, puisque un prestataire bien connu a négocié un contrat sur la métropole
en défaveur des habitants du territoire du SMICVAL et en défaveur en particulier des Libournais. Mais voilà, on était resté sur des grandes lignes, sans plus. Et puis j'ai reçu en février de cette année le directeur des services du SMICVAL, voilà, qui là encore avait présenté les très grandes lignes de cette révolution, principalement autour de la possibilité d'installer quelques bornes d'apport volontaire, en tout cas sur des quartiers où ça serait pertinent. Et vous voyez, tout à l'heure, je parlais des opérations immobilières qu'il y aura sur Ison. J'avais dit, écoutez, on pourrait parfaitement envisager d'installer des bornes d'apport volontaire sur quelques quartiers nouveaux, là où c'est pertinent. Typiquement, vous prenez Mocaillou aujourd'hui, à Casino, là, vous voyez le projet qui va sortir. Ça ne serait pas déconnant qu'il y ait des bornes d'apport volontaire plutôt que du porte-à-porte. Le porte-à-porte n'aurait pas beaucoup de sens, me semble-t-il, sur une telle opération. On était resté là, sans beaucoup de précision sur le reste. Et puis, on s'est vu en conférence des maires avec tous les maires de la Cali. On était réunis en novembre, je dirais, 2021, par là, en fin d'année dernière. Ça, c'était... Bon, on n'avait pas eu énormément d'informations. Et donc, c'est en lisant la presse, au tout début, je crois, le 2 septembre, c'est en lisant Le Résistant. Je salue la qualité rédactionnelle du Résistant, spécial dédicace Jean-Pierre Novak. C'est en lisant donc Le Résistant que j'ai pris connaissance, comme je pense la majorité des maires, l'écrasante majorité des maires, des modalités d'application de ce changement de modèle. Et là, donc, évidemment, sur la forme, le moins qu'on puisse dire, c'est que, voilà, là, on parlait du SDEC tout à l'heure, mais là, pour le coup, c'était plutôt plus que cavalier. Et j'ajoute que même des vice-présidents du SMICVAL, représentants de la Cali, l'ont appris à peu près sur le même timing. Même des vice-présidents du SMICVAL élus de la Cali ont appris les modalités, certaines des modalités de cette réforme à quelques jours du fameux comité syndical. Donc je trouve que la méthode est plutôt cavalière. Je regrette les crispations, je regrette ces tensions. Je pense qu'on aurait pu éviter cette crise si le SMICVAL avait entendu l'invitation des élus de la Cali, en particulier l'invitation de Philippe Buisson, consistant à dire retirez grosso modo les délibérations, contentez-vous de faire un débat d'orientation, n'actez pas les choses maintenant, laissez encore quelques mois. Vous voyez, on n'est pas ça près aujourd'hui, on n'est plus à quelques mois près. Laissez quelques mois aux élus pour digérer ce que vous voulez faire, amender votre projet le cas échéant, et surtout pour mettre les habitants dans la boucle. Bon, cette main tendue n'a pas porté ses fruits, si je puis dire. Aujourd'hui, on a une situation de crise, je le dis comme je le pense. J'invite chacun à calmer le jeu quand c'est possible. Je pense qu'il est encore possible de calmer le jeu. La suite, écoutez, c'est soit on calme le jeu, et il va falloir que toutes les parties calment le jeu, mais ce qui suppose qu'on s'arrête un petit peu, et puis qu'on retourne voir les élus, les habitants, et qu'on se mette d'accord sur un calendrier, sur des modalités techniques, budgétaires, ne serait-ce que budgétaires. Vous voyez, moi, j'ai aucune espèce d'idée de combien coûte un trou, quoi. Je ne sais pas combien de trous il faudrait qu'on fasse dans la voirie, je ne sais pas où, sur quelle parcelle, sur quel foncier, je ne sais pas qui paye. Alors, je sais que le SMICVAL paye la borne, mais le génie civil, c'est quoi? C'est la commune. Alors, combien c'est par trou? C'est 5 000 € par trou? Combien de trous il faut? Ou 10 000? Enfin, oui, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On commence par où? Par quoi? Comment? Est-ce que c'est vraiment une valeur ajoutée que de supprimer radicalement le porte-à-porte? Voilà, en termes de production de déchets, qu'est-ce qui me prouve que les bornes d'apport volontaire vont faire que les gens vont produire moins de déchets que si c'est du ramassage en porte-à-porte? Là, franchement, rationnellement, je ne vois pas trop l'argument. Alors, on aurait pu parler du coût de fonctionnement, évidemment. Vous voyez, en ce moment, je crois que le SMICVAL, il bouffe la hausse de l'énergie plein pot. On aurait pu discuter mais voilà, je trouve que sur la manière, il y a à redire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, le fait est qu'aujourd'hui, suite à ce passage en force, on a une situation de crispation de part et d'autre, et je ne sais pas vers quoi ça va déboucher. Voilà. Donc, soit tout le monde calme le jeu, à commencer par le SMICVAL, puisque la balle est de leur côté, soit tout est envisageable, y compris, pourquoi pas, une sortie du SMICVAL. Puisque comparativement au SMICVAL, en tout cas, il semblerait que l'autre syndicat de ramassage d'ordures ménagères sur le territoire, il semblerait qu'il soit plus conciliant, on va le dire comme ça, peut-être moins ambitieux, mais en tout cas plus conciliant. Ce qui est certain en tout cas, c'est que dans le contexte actuel, je pense que cette réforme, je dis réforme, ça ressemble davantage à une révolution qu'à une réforme, je pense qu'elle ne passerait pas
que les gens ne sont pas prêts à cela, en tout cas pas en l'état, pas comme ça, qu'il y a beaucoup de travail de pédagogie à faire, qu'il serait bon d'essayer d'emporter l'adhésion des habitants avant d'aller plus loin. On peut très bien être volontaire à titre expérimental et tenter ce dialogue avec les habitants, mais il ne faut pas y aller à la schlag. Là, on y va à la schlag. Si le SMICVAL comptait miser sur une division des élus de la Cali, ils ont peut-être réussi en partie, mais à titre personnel, je tiens absolument à ce que la Cali reste unie sur le sujet. Je crois que nous devons rester unis. Donc, une fois encore, voilà, on doit trouver une solution pour l'après. Vers quelle solution on s'oriente, j'en sais strictement rien. La balle est du côté du SMICVAL, à eux de calmer le jeu. Je pense que du côté de la Cali, on a des élus qui sont prêts à calmer le jeu, en responsabilité, sachant, j'insiste, que l'objectif qui consiste à dire qu'on doit réduire drastiquement, je dis bien drastiquement, notre production de déchets, cet objectif, de mon point de vue, il est essentiel. Il faut qu'on s'accorde, y compris entre nous, sur cet objectif. Petite remarque accessoire, c'est pas du hors-sujet. Avant d'emmerder les uns et les autres, je préférais qu'on aille emmerder l'industrie agroalimentaire et qu'on leur demande de produire davantage, d'être un peu plus vertueux sur le sujet. Mais pour ça, il faudrait un autre courage. C'était une parenthèse, mais c'est pour vous dire que voilà, je veux bien qu'on réduise notre production de déchets, mais commençons à taper à la source. Et la source, c'est ceux qui nous vendent les déchets dans des emballages totalement inutiles, pour ne pas dire qu'ils sont scandaleusement attentatoires à la santé de la planète. Voilà. Petite parenthèse, maintenant la parole est à tout un chacun, je vous en prie. Est-ce que tout le monde me regarde, je vais parler. Donc il faut que je calme le jeu. Oui. Bon, sur l'objectif rendu de baisser la consommation de déchets, puisque c'est la consommation, on vous rejoint, et là on ne peut être que d'accord. Et là, je suis encore d'accord avec vous sur ce point, faut aussi taper sur l'industrie qui crée le déchet. Il y a des pays européens où le dentifrice, il n'est pas dans un carton d'emballage. Le dentifrice, c'est un tube de dentifrice. Voilà. Il y a des pays européens où la boîte de Kellogg's, elle n'a pas 4 emballages. Elle a un Kellogg's. Et on va se servir. Voilà. Et c'est y compris dans les grandes surfaces. Il n'y a pas que chez le petit artisan du coin qui fait du vrac. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la méthode. C'est un petit peu comme le syndicat qui nous vend l'électricité. J'ai l'impression qu'on nous prend de temps en temps pour des demeurés ou peut-être pour des cons. Parce que franchement, on doit être la 5e ou 6e commune du SMICVAL. Peut-être 7e. Parce qu'il s'étend tellement loin que j'arrive à m'y perdre. Je suis incapable, moi, d'en donner les contours aujourd'hui. Et le vice-président et le président, il n'est pas foutu de venir voir les 7 premiers maires, en fait. Qui sont, consommateurs. Enfin, pas vous, communes, pardon. Qui sont consommateurs, je parle en nombre d'habitants, de poser des problématiques avec ces habitants. Parce que c'est bien d'intervenir sur le FUE, qui doit compter, Michel est très sympa, mais qui doit compter 250 habitants, on peut faire quelque chose. Peut-être mieux travailler avec une commune qui en fait 6000. Je pense qu'on arrivera au bout du compte à travailler et mieux trier peut-être, en tous les cas en volume. Là encore, même méthode. Quand j'ai lu Le Résistant, j'ai fait un bond. Je me suis dit, mais on est où, quoi ? En fait, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on s'est entretenu, je vous appelais d'ailleurs le matin même en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Et vous m'avez tenu les mêmes propos. Donc moi, si demain, il faut voter une sortie du SMICVAL, je la voterai. Sans aucun problème. Sachant que ça va engendrer des sacrés coûts pour la Cali. Parce que tous les frais engendrés seront bien entendu proportionnels à ceux qui partent. Mais tant pis. Je veux dire, à un moment donné, si il faut aller là, allons-y. Il est bien évident que quand on va commencer à dire qu'on ferme le porte-monnaie, ça va se calmer, comme à chaque fois. S'il y a d'autres choses à mettre, de la pédagogie sur le tri des déchets, ok, on peut y aller. Mais là encore, moi pour nous, le consensus, il est clair. On ne peut pas aujourd'hui accepter cette méthode. Donc, j'essaierai d'être là le 18 octobre. Je suis en déplacement ce jour-là, mais je vais essayer de rentrer, je ferai mon possible. Mais je tiendrai ces propos, quoi. C'est-à-dire, oui, ok, l'objectif, il est valable. C'est vrai, il faut diminuer les déchets, c'est clair. Est-ce qu'on veut laisser aller au centre de la Pouillade, voir comment ça se passe ? Allez-y. Pour celui qui n'est jamais allé, ok, on fournit de l'électricité, de l'énergie pour des tomates, pour des serres. Mais voyez tout ce qui se passe à côté. Et vous voyez les odeurs, les oiseaux qui sont en permanence, les gens qui vivent avec des oiseaux dessus de
leur maison en permanence. Donc oui, là, quand on a fait cette visite-là, on comprend qu'il faut réduire. Et on comprend surtout qu'il faut réduire l'enfouissement. Ça, c'est l'avenir. Mais maintenant, c'est la méthode. La méthode n'est pas là. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas sur des communes comme les nôtres en disant, ou même sur toutes les communes en disant, maintenant c'est comme ça. Je rappelle que ce sont des élus locaux, comme le syndicat. C'est un syndicat qui a été créé par des élus locaux. Et ces gens-là, ils ont l'héritage aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'ils se prennent pour des barons. Voilà. Donc moi, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Je pense qu'André va continuer. Alors, moi, je trouve que c'est une honte, là, ce qu'ils font. Je pèse mes mots, c'est honteux ce qu'ils font. En termes de management de projet, c'est pas acceptable. Il n'y a pas d'étude de besoin, il n'y a pas d'étude de l'existant, il n'y a pas de communication. C'est antisocial. Comment vont faire les personnes qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas se déplacer pour aller vider leur poubelle? On oublie l'existant, l'objectif, mesurer le delta, tout ça, on l'oublie. Alors, moi, j'ai pris ma voiture, je suis allé au SMIC-Val à Vers. J'ai discuté avec les agents valoristes. Ben, eux aussi, ils ont appris que c'est que début septembre qu'ils ont appris que tout allait changer. Vous vous rendez compte? C'est juste hallucinant, quoi. Parce qu'après, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne va plus prendre la tonte, on ne va plus prendre les feuilles. Il n'y aura plus 2 jours où il faut réserver son passage, mais 4 ou 3. Il y aura des passages limités annuels au SMIC-Val. J'ai entendu parler de 7. Alors, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde que ce syndicat, sincèrement. Mais ce n'est pas une critique vis-à-vis de vous, monsieur le maire. C'est pas du tout. Et quand je lis sur les réseaux sociaux qu'ils vont vous déverser devant chez vous les poubelles, stop, on arrête. Ça, c'est pas la solution. Gilles, je t'en prie. Oui, en plus, moi, il y a une chose à laquelle je pense, c'est que sans, comme le disait monsieur Malville, avec un manque total de pédagogie et d'intelligence, on en a déjà, mais on va multiplier sur Ison le dépôt sauvage d'ordures sur la Palue ou autre part. Et ça, c'est un risque important. C'est pas négligeable. Il existe déjà, mais ça risque forcément de s'amplifier. Enfin, je ne sais pas ce que les autres en pensent. Je voudrais juste préciser sur le dépôt sauvage. Depuis le début janvier, il y a à peu près 3-4 vaches qui sont mortes sur le territoire de la commune. Absorption de corps étrangers. Voilà. C'est des petits malins qui s'amusent à jeter leurs canettes dans les prés, qui s'amusent... Bon. La tonte, les chevaux, ils ne supportent pas les tontes. Ça leur donne ça donne des problèmes au niveau des ventres. Donc les gens qui vont s'amuser à jeter la tonte, là où il y a des chevaux. Donc là aussi, je leur dis, évitez de le faire, s'il vous plaît. Ça nous fera des coûts de vétérinaire en moins. Voilà. Il y a ça aussi. C'est que derrière, et là je rejoins Gilles, ce qu'il dit, derrière, il y a tout le dépôt sauvage qui arrive. Nous, on le voit aujourd'hui dans les marais, dans nos palus. Il n'y a pas un chemin où il n'y a pas déjà des branches le samedi après-midi déposées. Un mec a béné, allez, hop, il a taillé, il baigne où? Dans les fossés. C'est plus facile. Sauf que le fossé, il fait quoi? Il est bouché après. Voilà. Et ça, par contre, on a cette pédagogie-là aussi à donner. Et c'est le rôle du SMIC-Val. L'inquiétude d'André sur les personnes âgées, c'est la première chose, quand j'ai pensé à ma grand-mère, j'ai dit, mais comment elle fait pour aller déposer le sac à l'autre bout? Je pensais à toutes les mamies qu'il y avait dans ma rue. Je me dis, non, mais c'est complètement con, quoi. On va prendre une brouette, on va faire le ramassage au porte-à-porte. Enfin, c'est qui paye le CCAS? Parce que là, c'est parti pour le CCAS. On va pas faire un ramassage avec les gamins de l'école pour le vendredi pour les poubelles. Enfin, je veux dire... Après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans les campagnes, ce système existe déjà. Hein. Ouais, enfin, moi, je ne vis plus à la campagne. Ben oui, mais sauf que les personnes âgées qui vivent à la campagne se débrouillent, c'est de la famille. Alors, donc, tu idée, as raison. certes, elle n'est pas forcément idéale, mais il faut quand même savoir que ça existe ailleurs. Tout à fait. Et tu as raison. Il y a une commune, une communauté de communes en Dordogne qui a mis au point ce système. Et je peux te dire qu'ils ne sont pas contents du tout. Ben moi, ça existe depuis toujours. Moi, j'ai toujours vu ce système de ramassage. Après, c'est vrai que c'est pour ça que c'est un problème d'éducation, parce qu'ici, on n'a jamais connu ça. Donc, c'est vrai que d'y aller directement en imposant, ça va poser problème. Mais ça existe.
Donc après, c'est vrai que pour les personnes âgées, ça peut être un problème, mais ça sera de la solidarité, ça sera de l'entraide. Mais il y a de la pédagogie à faire, ça c'est sûr. Alors Delphine, je ne te rejoins pas du tout sur le fait qu'on n'a jamais connu ça. Je suis désolée, mais moi, quand je suis arrivée à Ison, il y avait des poubelles au coin de toutes les rues et pas des poubelles individuelles. Moi, j'avais une collection de rats qui traversaient le jardin. C'est vrai. C'est vrai. Exemple, moi j'en ai un dans les Pyrénées, où ils l'avaient mis, en effet, ils avaient mis par des grands bacs. Ils l'ont fait, alors que c'est la commune, enfin c'est le syndicat qui a payé pour creuser à 3 mètres, parce que on ne creuse pas à 1,50 m. À Ison, à 1,50 m, en temps normal, on a l'eau. Donc en plus, les déchets, ils vont tremper dans l'eau, quoi. Donc là, ça va être la totale. Oui, c'est le premier point. Et deuxième point, au bout de 2 ans, eh bien, ils ont fait les parkings à la place. Parce que, il y avait les rats. En plein été, où il y avait du monde, ben, les poubelles n'étaient pas mesurées pour. Donc en fait, ça débordait de partout. Les gens, ils posaient à côté. Parce que tu ne gardes pas la poubelle chez toi. Hein. Tu la poses à côté, la poubelle. Déjà, sur les bornes à verre, ils viennent derrière pour déposer les poubelles. Donc, on voit déjà sur un lieu de collectif comment ça se passe sur les bornes à verre. Imagine, sur du collectif. Donc vous l'aurez compris, on n'est pas pour. Bien, je vous remercie de vos réactions et donc le conseil est clos. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, on en discute très vite. Bonne soirée à vous. Au revoir.